Le médecin resta figé de stupeur en découvrant ce qu'il y avait entre les jambes de cette patiente de 15 ans. Bonsoir à tous. Laissez-vous porter par ces instants de silence, tandis que l'histoire se déploie. Cette nuit-là, le vent mugissait en rafales acérées, tranchant la peau comme des lames. Le long d'une route déserte, au sud de Bosements, un vieux camion gris était arrêté à la lisière d'une forêt de pins. La lumière pâle de la lune perçait à travers une fine brume, projetant une lueur spectrale sur la neige fondue et la boue. Deux hommes, accroupis à l'arrière, tiraient silencieusement un petit corps du coffre. « Dépêche-toi » aboya l'un d'eux d'une voix dure. Il portait une écharpe de laine masquant son visage, seuls ses yeux, brillants comme ceux d'un hibou, luisaient dans l'obscurité. L'autre ouvrit la portière arrière, balayant l'intérieur avec une lampe torche. Elle est consciente. Elle bouge encore. Alors balance-la. Personne n'écoute ici, répondit froidement le premier. Il se pencha, saisit la jambe de l'enfant et la traîna comme un cadavre. La fillette était nue, le corps couvert de sang et de crasse. Sur sa fesse gauche, une marque étrange, une spirale brûlait profondément dans sa chair. Ses cheveux étaient emmêlés, ses ongles cassés, sa peau tuméfiée semblait plus proche de la viande abandonnée que d'un être humain. Elle remua à peine, les yeux grands ouverts, mais vides. L'homme serra son poignet et la jeta dans un fossé gelé au bord de la route. Un bruit sourd et mou rompit le silence. « On y va » ordonna-t-il. La portière claqua. Le moteur rugit, puis s'éloigna, englouti par la nuit, comme si rien ne s'était passé. La fillette gémit, le dos se cambrant sous l'effet de la douleur. Les lumières qui dansaient dans sa tête n'étaient pas des étoiles, mais les séquelles de coups, de cris, et de l'odeur métallique du sang. Elle tenta de ramper, ses mains cherchant appui dans la boue enneigée. Chaque mouvement déchirait davantage sa peau à vif. « Je dois être morte » murmura-t-elle dans un anglais brisé, à peine plus audible qu'un dernier souffle. À demi consciente, elle se traîna lentement, centimètre par centimètre, vers une lueur vacillante à l'horizon, l'hôpital général de Bosements. Le portail en fer se dressait tel une promesse fragile. Du sang coulait entre ses jambes, se mêlant à la boue, traçant une piste écarlate. À l'intérieur des urgences, l'infirmière Isabella tournait distraitement son café. L'horloge affichait 3 heures du matin. Elle soupira et jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Trop calme, cette nuit » murmura-t-elle. Un silence si épais qu'il en devenait oppressant. Puis vint un coup frappé à la porte, pas fort, mais insistant. Isabella leva les yeux. Une petite silhouette s'était effondrée sous la lumière du couloir. Elle cria « Mon Dieu, c'est une enfant !» Le docteur Nathan, qui sortait à peine de la salle de repos, faillit renverser son café. « Que as-tu dit ? Une enfant ? Elle saigne. Vite !» Ils coururent ensemble. Isabella tomba à genoux, sa main tremblante toucha le corps de la fillette. Elle se recula aussitôt, les doigts glacés, recouverts de sang, de terre et d'une odeur insoutenable de chair brûlée. Elle est enfiévrée. Elle gèle, hurla-t-elle. Nathan la prit dans ses bras et courut à l'intérieur. Les portes des urgences s'ouvrirent à la volée. Le chef de chirurgie, Edward Smith, venait tout juste de terminer une opération. À la vue de la scène, il s'immobilisa. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-il. Nathan déposa la fillette sur le brancard. Du sang continuait à couler entre ses jambes. « Elle est nue. »« Elle a été marquée » chuchota Isabella. Édouard mit des gants, le visage fermé. En examinant l'enfant maigre, brisé, aucun d'eux ne pouvait croire qu'un être humain, encore moins une enfant, ait survécu à de telles horreurs. Il souleva doucement la couverture. Et se figea. Une nausée fulgurante lui monta à la gorge. Il sortit précipitamment de la pièce pour vomir dans une poubelle. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Isabella, les yeux rougis, le suivit. Est-ce qu'elle est en vie? Oui, mais à peine. La fillette ouvrit les yeux, laiteux, perdu. Ses lèvres bougèrent. Édouard se pencha pour entendre. Je m'appelle Nora, murmura-t-elle. Je ne voulais pas faire le rituel, mais tout le village m'a regardé. Édouard s'immobilisa. Que as-tu dit? Quel village? Blackwood, répondit-elle faiblement avant de perdre connaissance. Le lendemain matin, dans le bureau du directeur, Édouard posa le dossier devant le lieutenant Matthew Davis. Regarde. C'est de la torture rituelle, pas un accident,
pas de la maltraitance domestique. Matthew fronça les sourcils, tapotant le bureau du bout des doigts. Peut-être du trafic humain? Edward secoua la tête. Non. Il y a une marque. Une spirale. J'ai vu ça dans un rapport de 1989. Un vieux culte dans le Nord. Il s'appelait « Le sang de la montagne », demanda Matthew, les yeux écarquillés. Exact. Ce n'est pas une légende. Il jeta le dossier sur le bureau. C'est réel. Et cette fille a survécu. Si vous n'allez pas à Blackwood maintenant, je jure que j'alerte la presse nationale. Matthew se leva. D'accord. J'enquête. Mais garde-la à l'abri. Personne ne doit savoir qu'elle est ici. Edward le fixa. Et je veux un garde cette nuit. J'enverrai l'agent James, répondit Matthew sombrement. Mais si tu as raison, on a affaire à tout un village de monstres. Cette nuit-là, dans l'ombre des urgences, Isabella veillait auprès du lit de Nora. La fillette dormait par à-coups, le front trempé de sueur froide. Isabella lui caressa les cheveux, murmurant d'une voix brisée. Qui pourrait faire ça à une enfant? Dans le couloir, l'agent James se tenait droit comme une statue, la main sur son arme. Il fixait la porte, où la neige tombait plus fort. Personne ne parlait. Mais tout l'hôpital semblait retenir son souffle. Dans la salle médico-légale, les néons révélaient chaque détail du corps de Nora. Une enfant échappée d'un cauchemar plus réel que tout ce qu'Edward avait jamais vu. Il restait figé, les gants serrés, le visage blême. À ses côtés, la médecin légiste Lucy Harris, la quarantaine, les cheveux attachés, le regard d'acier enfilait ses gants. Elle se pencha. Ses yeux examinaient chaque brûlure, chaque cicatrice. Le silence régnait, seulement rompu par le bip régulier du moniteur cardiaque. Tu vois ça, dit-elle en pointant les parties génitales de la fillette. Une incision verticale. Pas accidentelle. Profonde. Et les bords sont brûlés. Edward frissonna. Ils l'ont brûlée vivante. Pire que ça, répondit Lucy d'une voix sourde. C'était un rituel. Edward regarda de plus près. Une cicatrice récente sur l'abdomen. Une spirale double, 2 anneaux entremêlés, taillés à vif puis cautérisés. Le symbole du sang de la montagne, confirma Lucy. Un culte sacrificiel du Nord. Je n'aurais jamais cru. J'ai vu un cas en 1989, coupa Edward. Une fille trouvée dans une grotte, même symbole. La police a parlé de folklore. Elle n'a pas survécu. Lucy ferma les yeux un instant. Nora est la première survivante. La porte grinça. Isabella entra avec un dossier médical et une tasse de thé chaud. Elle vient de se réveiller. Elle a parlé un peu, dit-elle. Edward partit immédiatement vers la salle de soins. Nora fixait le plafond, les yeux grands ouverts mais absents. Isabella s'assit, lui tenant la main. Elle parle doucement, comme dans un rêve. Mais je pense que tu dois l'entendre. Edward s'approcha. Nora, c'est le docteur Edward. Tu te souviens de moi? Ses paupières frémirent. Ses lèvres tremblaient. Je m'appelle Nora. Oui, c'est bien toi. Tu es en sécurité maintenant. Veux-tu me dire quelque chose? Elle déglutit avec peine. Sa gorge brûlait, mais elle força un murmure. Je ne voulais pas faire le rituel. J'ai dit non. Mais la sage-femme a dit que quiconque refusait mourait. Edward demanda aussitôt. Quelle sage-femme? Où vis-tu? Village. Blackwood, là-haut, dans la montagne. Quelqu'un a vu ce qu'on t'a fait? Elle hocha faiblement la tête, son visage se crispant, sur le point de fondre en larmes. Tout le village a regardé. Personne n'a aidé. Isabella éclata en sanglots. Edward serra les poings. Une réunion d'urgence venait d'être convoquée au commissariat de Bozeman. Le lieutenant Matthew frappa violemment la table de la paume. Blackwood. On a eu un enfant disparu là-bas en 2004. Un garçon de 8 ans qui s'est volatilisé. Les habitants affirmaient que des loups l'avaient emporté. Ils ont toujours refusé de coopérer. L'agent James acquiesça gravement. C'est ça. Le chef du village s'appelle John Wilson. Il ne quitte jamais Blackwood. Il a été autrefois suspecté de diriger des rituels occultes, mais on n'a jamais pu le prouver.
Édouard prit la parole, le regard fixe. La preuve, c'est Nora. Je veux que vous partiez là-bas immédiatement. Matthew le fixa d'un air dur, sa voix empreinte de gravité. Docteur, vous réalisez à quel point c'est dangereux. Si tout le village se couvre mutuellement, on parle d'un crime organisé. Je sais, répondit Édouard d'un ton glacial. Mais si personne ne fait rien, ils continueront. Il y aura d'autres enfants comme Nora. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Finalement, Matthew hocha la tête. Je prendrai une équipe pour Blackwood. Mais vous devez garder Nora en sécurité. Pas question de rendre ça public. Pas encore. 3 jours plus tard, Nora dormait profondément quand elle se mit soudain à convulser. Édouard se précipita dans la chambre. La fillette se redressa, ruisselante de sueur, les yeux écarquillés par la terreur. Non, pas encore. Je ne veux pas mourir. Édouard la serra contre lui. Tu fais un cauchemar. Tu es en sécurité maintenant. C'est un hôpital. Elle s'agrippa à sa chemise et éclata en sanglots. Ils m'ont attaché à un poteau. Le sang ne s'arrêtait pas. J'ai supplié, mais ils ne se sont jamais arrêtés. Isabella entra avec une serviette. Édouard murmura doucement. Plus personne ne te touchera. Jamais plus. Cet après-midi-là, un colis arriva à l'hôpital. Aucun expéditeur mentionné. Isabella signa le reçu. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit une poupée de chiffon, la tête tranchée puis recousue avec du fil rouge. Au dos de la poupée, un symbole en spirale dessiné avec du sang séché. À côté, un message, la fille ne doit pas s'échapper. Qu'elle brûle. Isabella poussa un cri et laissa tomber la boîte. Édouard accourut et lut le message. Son visage devint livide. Ils savent qu'elle est ici. Matthew fut appelé immédiatement. La sécurité à l'hôpital fut renforcée, mais Édouard savait que le temps jouait contre eux. Il appela Lucie et murmura. J'ai besoin d'un endroit où la cacher. Pas un hôpital. Nulle part où il y aurait des dossiers. Lucie répondit. Je connais un endroit. Une ancienne station médicale près de la frontière du Wyoming. Elle est abandonnée. Personne n'y met jamais les pieds. Édouard hocha la tête. On part ce soir. Isabella protesta. Partir sans la police? Tu es fou. Édouard la regarda fermement. Choisis. Attendre qu'ils viennent ou aller là où ils ne penseront jamais à chercher. Finalement, Isabella acquiesça. Je prépare les médicaments et des provisions d'urgence. À minuit, une vieille ambulance conduite par Lucie quitta silencieusement l'hôpital. Nora, inconsciente, reposait sur une civière à l'arrière. Isabella, assise à ses côtés, lui tenait la main. Édouard, à l'avant, fixait intensément le rétroviseur. Un étrange véhicule apparut brièvement derrière eux, puis disparut. Édouard murmura. Mon Dieu, faites qu'il ne nous trouve pas. Lucie secoua la tête. Ne prie pas Dieu. Prie pour le silence. La route vers le Wyoming était déserte, ensevelie sous la neige. Personne ne parlait. La tension planait, suspendue comme une lame au-dessus de leur tête. À l'aube, ils atteignirent l'ancienne station médicale. Les fenêtres brisées, les murs couverts de mousse. Édouard porta Nora à l'intérieur et la déposa sur un lit de bois poussiéreux. Isabella alluma une lampe à huile. Cet endroit, il fait plus froid que je ne l'imaginais. Édouard soupira. Mais au moins, personne ne sait que nous sommes ici. Dehors, le vent hurlait de plus en plus fort. Dans la forêt, un hibou poussa un long cri, comme pour annoncer une tempête imminente. Pendant ce temps, 3 véhicules de police blindés roulaient lentement sur une route boueuse menant à Blackwood. La neige n'avait cessé de tomber depuis le matin, rendant la route glissante, les plaques d'immatriculation masquées par la boue. Le lieutenant Matthew, à l'avant, fixait l'écran du GPS. James tenait le volant, ses mains gantées tremblant légèrement. Ce village me fout les jetons, murmura James. J'y suis venu une fois en tant que stagiaire. C'est glacial, et si silencieux que tu perds la tête. Moins de bavardage, répliqua Matthew sèchement. On n'est pas en promenade. À l'arrière, les agents Hélène et Tom vérifiaient leurs armes. Tous portaient des gilets pare-balles, des caméras thoraciques, et des oreillettes en activité constante. Signal, demanda Matthew.
très faible. Peut-être un brouilleur à proximité, répondit Tom. Ou la neige, ajouta Hélène. Les deux, murmura Matthew, la voix lourde. Blackwood surgit comme une cicatrice sur le flanc blanc de la montagne. À peine une vingtaine de maisons, toits pourris, murs de pierre envahis par la mousse, fenêtres bouchées par des tissus épais. Aucun chien n'aboyait. Aucun coq ne chantait. Seulement le silence et la neige. Les véhicules s'arrêtèrent sur la place du village. Un vieil homme en manteau de laine, appuyé sur une canne, sortit de la plus grande maison. Le chef du village, John Wilson, murmura Matthew. John s'avança lentement, sans ciller, fixant les policiers comme s'ils étaient des créatures étranges. Bienvenue, dit-il d'une voix basse et sans émotion. Qu'est-ce qui vous amène ici en pleine tempête de neige? Matthew s'avança, badge en main. Police de Bozeman. Nous enquêtons sur un crime rituel impliquant une enfant nommée Nora. Elle a dit avoir vécu ici. John ne bougea pas. Après un silence, il esquissa un sourire. Personne de ce nom ne vit à Blackwood. Vous vous trompez d'endroit. James s'approcha, le regard perçant. La fillette a une cicatrice en spirale sur la hanche. Je suis certain que le chef du village sait de quoi je parle. Nous ne prêtons pas attention à ces absurdités, répondit John, les yeux s'assombrissant. Si vous êtes ici pour proférer des accusations infondées, vous feriez mieux de partir avant la tombée de la nuit. Matthew recula et chuchota à James. Il gagne du temps. Aucun doute, tout le village est au courant. Regarde leurs yeux. James montra des fenêtres fissurées derrière lesquelles des silhouettes obscures observaient. Matthew parla dans sa radio. Séparation des équipes. Fouillez les environs. Mais personne ne part seul. Les policiers se divisèrent en deux groupes. Hélène et Tom se dirigèrent vers une grange à l'extrémité du village. Matthew et James marchèrent vers une clairière derrière une église abandonnée. C'est là qu'ils la trouvèrent. Un poteau de bois carbonisé au centre du terrain. Une chaîne rouillée y pendait encore, et à sa base, collé au bois brûlé, un morceau de peau humaine noircie. James eut un haut le cœur. Matthew se pencha, ramassa la peau avec ses gants, puis la laissa tomber aussitôt. On fera une analyse ADN plus tard. Mais je n'ai pas besoin de test pour savoir qu'on a brûlé quelqu'un vif ici. Des pas approchèrent. Une femme d'âge mûr en manteau de toile brune, le visage marqué par le froid et les années, s'avança. Elle fixa la peau brûlée et murmura. Elle aurait dû mourir. Matthew se retourna vivement. Qu'avez-vous dit? La femme ne répondit pas. Elle tourna les talons et s'enfonça dans une ruelle étroite. James cria. Ils savent. Ils savent tous. Matthew resta figé un instant, puis hurla dans la radio. Toutes les unités, rassemblement au centre du village. Appelez le quartier général. Procédez au protocole d'enquête criminelle. Pas de signal. Hélène hurla dans la radio. Ils nous ont coupés. À ce moment-là, la cloche de l'église sonna. Personne ne savait qui l'avait actionné. Le son transperça l'air comme une invocation. De chaque ruelle, chaque porte, les habitants de Blackwood sortirent. Tous portaient de lourds manteaux de laine, les coups bien serrés, les yeux vides. Ils formèrent un cercle sur la place, en silence, observant. Hélène et Tom revinrent, livides. On est encerclés. Matthew dégaina son arme. Personne ne tire sauf en cas de menace directe. Mais personne ne bouge. On doit faire sortir des preuves d'ici. John entra dans le cercle. Sa voix s'éleva, rythmée, comme une litanie apprise depuis l'enfance. Trahir le rituel, c'est trahir la terre. Le village répondit d'une seule voix. La terre exige du sang. Matthew cria. C'est illégal. C'est du meurtre et de la torture. Personne ne répondit. Chaque regard s'était figé sur les officiers en uniforme. Non pas avec de la haine, ni avec de la peur, mais avec un refus total de leur humanité. Lucie était assise dans le véhicule, écoutant la radio, lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Elle essaya d'appeler Matthew, mais le signal indiquait « hors service ». Il ne restait que des grésillements, puis un silence pesant. Elle murmura « c'est commencé ». À l'intérieur de la station médicale glaciale et abandonnée, l'obscurité se refermait de toutes parts. Lucie alluma une lampe torche. Son faisceau révéla des murs moisis,
des supports rouillés encore suspendus, et un unique lit en métal au centre de la pièce. Pose-la, dit Édouard. Isabella obéit. Nora tremblait violemment. Je ne veux pas être ici. Je me souviens de cet endroit. On m'a déjà attaché ici. Lucie se figea. Tu es sûr? Il y a eu une nuit glaciale. L'odeur de médicaments. De la fumée. Ils m'ont traîné ici, pendu par les jambes, la tête en bas. Édouard se détourna, serrant une barre de fer cassée à la fenêtre. Ces monstres utilisaient cet endroit comme station sacrificielle. Le vent hurlait, semblable à un cri. Puis, des profondeurs de la forêt, un chant monotone, glacial, s'éleva. Le feu purifie. L'hiver l'exige de nous. Isabella serra la main de Nora. Non. Ce n'est pas possible. Édouard courut jusqu'à la fenêtre. Des lueurs vacillantes apparaissaient entre les arbres. Des dizaines de silhouettes masquées avançaient, portant des torchets, les visages cachés par des masques de feuilles de chêne. Lucie sortit son arme. Ils nous ont retrouvés. Ils chantent? Murmura Nora. Comme cette nuit-là. Isabella éclata en sanglots. Il faut fuir, partir d'ici. Il n'y a nulle part où aller, répondit Édouard en secouant la tête. Il ne nous reste qu'un seul choix. Se battre. À 4, avec un enfant blessé, lança Lucie. Édouard ne répondit pas. Il s'approcha du sac médical et en sortit un petit appareil. C'est un traceur GPS. Je l'ai glissé dans la veste de Nora ce matin. Si je suis capturé, on pourra toujours la retrouver. Isabella resta figée. Tu avais prévu ça? Édouard hocha la tête. J'ai vu des patients mourir, j'ai vu la mort de près. Mais jamais je n'ai vu un enfant sortir de l'enfer et vouloir encore vivre. Nora leva les yeux vers lui, les larmes brillantes. Je veux encore vivre. Mais ils ne me laisseront pas. Lucie verrouilla la porte. Personne ne rentrera facilement ici. Des pas résonnèrent dehors, réguliers comme des tambours. La lumière des torchers perçait à travers les fissures. Une voix grave s'éleva. Donnez-la nous et nous partirons en silence. Édouard cria. Personne ne sera livré. Vous êtes malade. Silence. Puis la voix reprit, étrangement douce. L'enfant appartient à la montagne. Son sang est le vœu. Nous ne faisons qu'accomplir ce qui a été prédit. Lucie tira un coup de feu dans le plafond. Un pas de plus et je vous tue tous. Les silhouettes reculèrent. Le silence revint. Puis, une à une, elles encerclèrent la clinique, formant un cercle de feu. Le feu purifie. Isabella serra Nora contre elle. On ne sortira pas vivant, Édouard. Il se tourna vers elle, lui prit la main. Mais on ne la laissera pas mourir comme une bête. Plus jamais. La porte trembla. Une fois. 2 fois. Au 3e choc, un craquement sec résonna. Il défonce la porte, cria Lucie. Préparez-vous. Nora se redressa, les yeux rouges, humides. Ils vont me brûler comme la dernière fois. Mais cette fois, je ne crierai pas. Je ne supplierai pas. Isabella sanglota. Tu n'es pas un sacrifice. Tu es une personne. La porte céda. Le vent glacé s'engouffra, accompagné de chants, de masques en bois et d'une puanteur de résine brûlée. Édouard s'avança, se plaçant entre eux et le lit. Si vous la voulez, il faudra passer sur mon corps. Les figures masquées s'arrêtèrent. L'une d'elles fit un pas. C'était John Wilson. Il ôta son masque. Ses yeux étaient glacials. Tu ne comprends pas. Le sang est une tradition. Le sang d'un enfant pur maintient la montagne debout. Il empêche la terre de se fissurer. C'est un pacte ancestral. Vous êtes tous fous, gronda Édouard. Il n'y a pas de montagne qui s'effondre. Seulement un village qui se nourrit de la folie et du sang des enfants. Tu crois pouvoir la sauver, murmura John en s'approchant. Personne ne peut. Son sang a été choisi. Nora se redressa, serrant un petit scalpel médical qu'Isabella avait laissé. Si mon sang est choisi, alors je le verserai moi-même. Vous ne le ferez pas à ma place. Tout le monde se figea. John éclata d'un rire glacial. Cet enfant comprend enfin. Non, hurla Édouard.
Ne fais pas ça. Un coup de feu éclata derrière eux. Une balle effleura la joue de John, le projetant en arrière. Des phares inondèrent la clinique. Un haut-parleur gronda. Police nationale. Main en l'air. Après une nuit d'enfer, une partie de la clinique abandonnée avait brûlé. La police nationale était arrivée à temps pour sauver le groupe d'Edward avant que le feu ne consume tout. Mais Blackwood restait enveloppé de ténèbres. Et John, le chef du village, avait disparu. Nora fut transférée dans un lieu sécurisé au nord du Wyoming, protégée dans une unité médicale militaire. Elle ne réagissait plus au son. Elle ne bougeait plus. Pendant 2 jours, elle ne parla pas. Aucun mot. Aucun regard. Le 3e jour, elle parla. Pas pour appeler quelqu'un, mais pour raconter. Dans la chambre d'isolement, Edward était assis en face d'elle. Sur la table, une tasse de chocolat chaud fumait encore. Isabella se tenait à ses côtés, le carnet serré entre les mains. « Tu n'es pas obligé de parler, sauf si tu en as envie, » dit Edward doucement. Nora baissa la tête, sa voix n'était qu'un souffle, rauque comme des cendres refroidies. « Ils m'ont prise quand j'étais petite. Je ne me souviens pas de mes parents. Juste d'une femme, aux cheveux longs. Elle m'a amené à la porte du village, puis a disparu. » Isabella ouvrit son carnet, griffonnant rapidement. Edward se pencha en avant. « Quelqu'un t'a élevé après ? » « Oui. On l'appelait la sage-femme. La sage-femme du village. Elle était vieille, ridée, avec des yeux de feu. Elle portait toujours une cape noire et un rosaire en os de chèvre. Lucie, derrière la vitre sans teint, murmura. « Merde. » Une figure centrale. Nora continua, la voix vide, comme si elle récitait une histoire qui ne lui appartenait plus. À chaque pleine lune, je devais m'allonger nu dans un champ. Il versait du sang de chèvre sur moi. La sage-femme disait, le corps doit s'habituer au sacrifice. Edward serra les poings. Y avait-il d'autres enfants? Oui. Mais aucun n'a vécu après 14 ans. Elle leva les yeux et croisa pour la première fois ceux d'Edward. Après mon 14e anniversaire, elle a dit, il est temps. Le sang doit couler comme la source de la montagne. Isabella se détourna, les larmes aux yeux. Nora se mordit la lèvre jusqu'au sang, puis reprit. Ils m'ont traîné jusqu'à la place du village. Ont érigé un poteau en bois. M'ont attaché les mains avec des lianes pleines d'épines. Tout le monde regardait. Les vieux. Les jeunes. Même des enfants plus jeunes que moi. Edward demanda doucement. Qu'ont-ils fait? D'abord, ils m'ont coupé les cheveux. Puis 3 hommes m'ont plaqué au sol. L'un d'eux m'a entaillé le ventre. Pas assez pour mourir. Juste assez pour saigner. Elle frissonna. Une fois le sang coulé, la sage-femme est venue. Elle tenait quelque chose de rouge, comme du feu. C'était brûlant. Elle l'a pressé. Où, sanglota Isabella. Nora répondit sans la moindre hésitation. Entre mes jambes. Elle a dit, nous purifions la semence pour que l'impureté ne germe jamais. Edward posa sa tête sur la table. L'air devint lourd. J'ai crié. Supplié. Mais personne n'a aidé. Il disait, silence. La montagne écoute. Lucie entra, les yeux rougis. Elle doit se reposer. Non, répondit Nora avec une détermination nouvelle. Je dois finir. Sinon, je les reverrai dans mes rêves. Edward hocha la tête. Continue quand tu seras prête. Après qu'ils m'ont marqué, elle a appelé 4 anciens. Ils m'ont allongé sur une dalle de pierre gravée de spirales. L'un parlait en latin. Un autre me tenait la tête. Une autre personne frotta de la cendre sur la plaie. Elle déglutit avec difficulté. Sa gorge était sèche. Quand l'hémorragie s'arrêta, ils pensèrent que j'étais morte. Mais j'étais encore consciente. J'ai tout entendu. Que s'est-il passé ensuite? Vers minuit, après le départ de la foule, une femme étrange est apparue. Son visage, il ressemblait au mien. Exactement comme le mien. Elle a coupé les cordes, a chuchoté, « Cours, ma fille. Ne te retourne pas. » Nora porta la main à son visage, effleurant ses cicatrices du bout des doigts. J'ai rampé à travers la forêt. Le sang trempait mes pieds.
Je ne sais pas combien de temps j'ai rampé avant de voir une lumière. Isabella lui prit la main. Tu as survécu. C'est ce qui compte. Je ne suis pas sûr. Je suis encore humaine? Édouard plongea son regard dans celui de Nora. Tu es humaine. Ce sont eux, les bêtes sous une peau d'homme. Lucie ajouta. Si cette femme était ta mère, on doit en avoir la certitude. Il nous faut un test ADN. Nora hocha la tête. Je veux savoir. Peu importe qui elle était cette nuit-là, elle m'a sauvé la vie. Pendant ce temps, dans une salle d'opération sécurisée au siège de la police nationale à Washington DC, le général Ralph Monroe, responsable de l'enquête, jeta violemment un dossier sur la table. Le sang de cette secte des montagnes n'est plus une légende. Nous avons un témoin vivant, des preuves physiques, et maintenant un témoignage direct. L'officier Matthew présenta son rapport. Nous avons capturé 3 individus lors de l'assaut contre la clinique. 8 autres se sont échappés, dont John Wilson. Avons-nous des photos d'identité? Demanda le général. Oui, mais la plupart n'ont aucun enregistrement civil, aucun acte de naissance, aucun numéro fiscal. Ils vivent complètement hors réseau. Le général Monroe se tourna vers l'équipe médico-légale et les autres victimes. Lucie ouvrit son rapport. Nous avons trouvé les restes d'au moins 14 enfants dans la région de Blackwood Mountain. La plupart portaient des signes rituels, des cicatrices en double spirale et des traces de mutilation génitale. Matthew serra les poings. Ils font ça depuis des décennies. Une trace de John? Demanda Monroe. Hélène a signalé un mouvement thermique de drone dans le ravin sud. Cela pourrait être lui. Monroe acquiesça. Lancez la traque. Et gardez la fille en vie. Elle est la clé. La nuit tomba. Nora était assise dans sa chambre, tenant un nouveau carnet de croquis. Édouard entra, portant 2 mugs de chocolat chaud. Veux-tu dessiner le visage de la personne qui t'a sauvé? Demanda-t-il. Elle acquiesça et commença à esquisser au crayon. Lorsqu'elle eut terminé, Édouard se figea. Le visage sur le dessin, c'était Lucie. Il tourna la tête. Lucie se tenait silencieusement dans le couloir, observant à travers la vitre. Édouard sortit, sa voix basse. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit? Lucie resta muette un instant. Puis elle parla à peine au-dessus d'un souffle. Nora est ma fille. La veille de Noël, la neige recouvrait le nord du Wyoming. Le vent était mordant. Les températures étaient tombées à moins 10 degrés Celsius. Pourtant, à l'intérieur du centre d'isolement militaire où Nora était retenue, l'air brûlait comme une mèche prête à s'embraser. Le docteur Édouard était assis près de la fenêtre, regardant Lucie, qui n'avait pas dit un mot depuis sa confession, 3 heures plus tôt. Nora était son enfant biologique. « Qu'est-ce que tu vas lui dire ?» demanda Édouard sans se retourner. Lucie soupira, les yeux rougis. « Je ne sais pas. Je croyais qu'en cachant la vérité, je la protégeais. Mais tout ce que j'ai fait, c'est la mener en enfer. » Édouard baissa les yeux vers ses notes. « Te souviens-tu de qui a confié ta fille à cette sage-femme du village ?» Lucie hésita. « Un homme nommé Jacob. Il me suivait à l'université. Quand je suis tombée enceinte, j'ai fui Washington, effrayée par ma famille. Il m'a emmenée à Blackwood. Il disait que c'était un endroit sûr. Et il t'a vendu à eux, dit Édouard avec amertume. Non, il ne m'a pas vendu. Il faisait partie des leurs. Une porte s'ouvrit, les interrompant. Isabella entra, le visage pâle. On a un problème. Un brouilleur a été détecté dans un rayon de 5 km. Les communications internes sont coupées à 70%. Ils arrivent. Édouard se leva d'un bond. Combien d'hommes avons-nous? Seulement 3 gardes. L'unité principale a été détournée vers le périmètre ouest par un faux signal. Lucie ricana amèrement. Ils savent comment manipuler les fausses pistes. Édouard se dirigea vers le lit de Nora. Elle dormait, le front trempé de sueur. On ne peut pas la laisser ici, dit-il. Pas avec ces fanatiques qui approchent. Où irions-nous? S'énerva Isabella. Toutes les routes principales sont bloquées. Édouard sortit une carte de son manteau. Il y a un tunnel de maintenance souterrain qui mène à l'église Saint-Paul, à environ 2 km d'ici. Si on y arrive avant qu'ils ne découvrent notre plan. Je viens avec elle, coupa Lucie. Isabella secoua la tête.
Non. S'ils nous repèrent, quelqu'un doit rester en arrière pour les détourner. Édouard regarda les deux femmes. Alors j'y vais avec Nora. Vous restez. Non, dit Lucie fermement. Je suis sa mère. Cette fois, je ne la laisserai plus marcher seule. Isabella prit la main d'Édouard. On n'a plus de temps. En route. 20 minutes plus tard, la fenêtre de l'aile médicale grinça en s'ouvrant. Édouard portait Nora sur son dos. Lucie ouvrait la marche avec une lampe infrarouge. Ils traversèrent la cour, glissèrent dans l'arrière-couloir de la cafétéria et atteignirent une grille d'acier rouillé. Édouard halta. On a 12 minutes avant que la patrouille commence. Lucie souleva la grille. Allez, maintenant. Une sirène hurla au loin. Un grondement s'ensuivit, comme une explosion. La voix d'Isabella grésilla dans la radio. Ils ont franchi la porte principale. Bougez. Lucie pressa le pas. Édouard descendit avec Nora dans ses bras. La fillette remua, murmurant faiblement. Ils sont encore là. Personne ne t'enlèvera cette fois, promit Édouard. Au-dessus, une foule vêtue de capes grises pénétra par la porte principale. Ils portaient des masques feuillus, les yeux brillants de rouge. Leur chant résonnait. Le feu purifie. L'hiver l'exige de nous. En tête, John Wilson, tête nue, brandissait une torche enflammée. Où est la fille? Grogna-t-il à un garde capturé. Adieu, traître à la terre-mère. Il leva haut la torche. Derrière lui, des dizaines brandirent des fers à marquer en forme de spirale. Le feu effacera la souillure de la montagne. Isabella dégaina son arme et tira en l'air. Personne ne fait un pas de plus. John ricana. Tu ne peux pas arrêter toute une génération. Mais je peux te tirer une balle dans la tête. Des pas retentirent derrière elle. Isabella se retourna trop tard. Un grand homme lui arracha son arme. Elle se débattit, mais fut violemment frappée à l'épaule et s'effondra au sol. Elle faisait diversion, dit John. Il fuit par les souterrains. Quelqu'un répondit. Il y a un égout menant à l'église Saint-Paul. John fit un signe. Séparez-vous. Brûlez chaque passage. Chassez-les comme des rats. Dans le tunnel sombre, Édouard et Lucie couraient, l'eau goûtant autour d'eux, les pas résonnants. Ils nous suivent, dit Édouard, haletant. Ils connaissent le tunnel. Lucie portait Nora, haletante. On est près de la sortie. Soudain, ils entendirent des coups de vent. La lampe éclaira une sortie bloquée, une grille en acier cadenassée de l'extérieur. Merde! Cria Édouard. Lucie déposa Nora. Force-la! Édouard sortit un scalpel et tenta de l'insérer dans l'interstice. La sueur perlait sur son front malgré le froid. À quelle distance est l'église? Demanda Lucie. 50 mètres. Mais si on ne peut pas passer? Des chants résonnèrent derrière eux. Puis la lumière des torchets. Le feu purifie. Lucie scruta autour. Là, une conduite d'aération. Édouard se tourna. Nora, peux-tu ramper là-dedans? La fille secoua la tête. J'ai peur. Lucie l'enlaça. Tu as survécu cette nuit-là. Tu es plus forte que tous. Nora hocha la tête et entra dans le conduit. Édouard lui souleva les jambes. Lucie la suivit immédiatement. À peine disparue, une torche atterrit à l'endroit où il se trouvait. Le tunnel s'embrasa. Il brûle tous les passages, cria Édouard. Rentre plus vite. L'église Saint-Paul, vieille, décrépite et obscure, était le seul endroit encore intact. La plaque d'égout s'ouvrit. Édouard jeta un œil. Rien à signaler. Montez. Lucie poussa Nora, puis sortit elle-même. Ils s'effondrèrent sur le sol glacé de l'église, haletant. Ils seront bientôt là, souffla Édouard. Lucie serra sa fille contre elle. Mais au moins, on est dehors. Nous avons arrêté 11 membres de la secte. 6 se sont échappés, dont John, mais nous verrouillons les routes de montagne. Édouard déchira une bande de sa propre chemise pour envelopper sa tête en sang. Il s'assit près de Nora, serrant sa petite main brûlée et tremblante. Elle est en vie, murmura-t-il, comme s'il cherchait à s'en convaincre lui-même. On l'évacue par hélicoptère, dit un médecin. Elle devra être transférée à Washington pour soigner ses brûlures.
Lucie hocha la tête sans lâcher la main de sa fille. Je pars avec elle. Édouard posa une main sur son épaule. Moi aussi, je viens. Isabella esquissa un sourire amer. Si une enfant doit porter l'enfer sur son dos pour que l'armée intervienne, alors la justice est vraiment la chose la plus lente au monde. Dans l'ambulance militaire, Nora reçut 4 perfusions. Ses yeux s'entr'ouvrirent, noyés de choc. Édouard se pencha vers elle avec un petit carnet. Tu te souviens de la première lettre de l'alphabet? Elle hocha faiblement la tête. Tu m'as dit un jour que tu voulais apprendre à lire. Alors, commençons par la première page, murmura-t-il, ouvrant sur un A écrit à la main. Lucie prit la main de sa fille et la pressa contre sa poitrine. Tu es en vie. C'est le plus grand miracle de ma vie. À 3 heures du matin, l'hélicoptère atterrit à la base Andrew, à Washington. Nora fut transportée d'urgence au New Horizon Center, un centre spécialisé pour enfants victimes de sévices. Le général Monroe attendait dans le couloir, le visage assombri. Matthew s'approcha. On a fouillé tout Blackwood. Des chambres souterraines. Des traces de rituels anciens, des restes d'enfants, plus de 30 squelettes. Des documents? Aucun. La plupart des enfants venaient de régions isolées. Sans papier, sans identité. Monroe hocha la tête. On ne combat pas qu'une secte, dit-il sombrement. On combat une culture de mort. Matthew serra les poings. Mais cette fois, un enfant a survécu. Dans la chambre de soins, Édouard, Lucie et Isabella entouraient Nora, endormie, respirant sous un masque à oxygène. Isabella se tourna vers Lucie. Et maintenant, que vas-tu faire? Lucie sourit doucement. Recommencer. Avec ma fille. Peu importe le temps que cela prendra, j'attendrai son pardon. Édouard acquiesça. Je continuerai à être médecin. Mais désormais, je ne me contenterai plus de soigner. Je dénoncerai. Je nommerai chaque visage tapi dans l'ombre. Isabella essuya ses larmes. On ne pourra peut-être pas changer le monde, mais on peut sauver un enfant à la fois. Lucie regarda Nora. Un enfant qui a survécu, un médecin qui n'a pas détourné le regard, et une terre d'ombre enfin exposée à la lumière. Un matin glacé de janvier, la lumière dorée du soleil entrait par les grandes fenêtres de l'unité des Grands Brûlés du New Horizon Center à Washington, refuge pour enfants survivants. Dehors, des moineaux chantaient dans le jardin. Nora ouvrit les yeux. Pour la première fois après tant de cauchemars, elle vit la lumière. Pas celle du feu ou des torchers. Une lumière douce. Sans l'odeur du sang. Sans cri. Le plafond était blanc, les murs peints d'animaux et d'arbres. Un autocollant d'éléphant bleu flottait au-dessus de la fenêtre. À ses côtés, sur un fauteuil, Édouard dormait, la tête appuyée contre le mur. Nora bougea légèrement. Une perfusion était fixée à son bras. Sa main droite bandée ne lui faisait pas mal. Juste un engourdissement sourd. Isabella entra, tenant une tasse de lait chaud. En voyant les yeux de Nora ouverts, elle sourit aussitôt. « Bonjour, ma fille courageuse », murmura-t-elle en faisant attention de ne pas réveiller Édouard. « Tu es réveillée. » Nora acquiesça lentement. « Où suis-je ? » ?»« À Washington. Un endroit où plus personne ne pourra jamais te retrouver. » Elle posa le lait sur la table et caressa doucement le front de la fillette. « Pas de fièvre. C'est bon signe. Tu veux boire quelque chose ? » Nora regarda la tasse, hésitante. « Ce n'est pas du sang de chèvre, hein ? » chuchota-t-elle. Isabella se figea, les yeux brillants, puis rit doucement. « Non, c'est du lait de vache, avec du sucre et un peu de cannelle. » Édouard se réveilla. En voyant les yeux de Nora tournés vers lui, il faillit éclater en sanglots. « Tu es réveillée. »« Est-ce que je suis morte, docteur ? » ?»« Non. Tu as vécu. Tu as survécu. » Il sortit de sa poche un petit livre bleu ciel. « Tu te souviens m'avoir dit que tu voulais apprendre à lire ? » La fillette serra les lèvres. « Oui. » Il ouvrit à la première page. « Voici la lettre A. » « C'est la première. » Nora toucha la page, la main tremblante. Son visage s'adoucit lentement. Un sourire, minuscule, presque invisible, naquit au coin de ses lèvres. Son tout premier. Lucie entra avec un bouquet de tulipes blanches. « Tu aimes les fleurs ? »
Nora acquiesça. Lucie s'assit doucement et posa le bouquet sur la table. « Tu te souviens de ta mère ?» La petite la regarda, silencieuse pendant un long moment. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu de mère. » Lucie esquissa un sourire triste. « Alors peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, je pourrais essayer d'en être une. » Nora pencha la tête, songeuse. Puis tendit la main. Lucie la prit, les larmes roulant silencieusement sur ses joues. Édouard se leva. « Je vous laisse toutes les deux. » Mais avant, il lui tendit un crayon. « Écris-moi la lettre A, ici. » Nora écrivit. Sa main tremblait encore, la ligne était irrégulière mais claire. Un A. Lucie sourit. C'est aussi la première lettre du mot câlin. Câlin, demanda Nora. Oui. Le premier mot que je veux t'apprendre. Une semaine plus tard, l'état de Nora s'était nettement amélioré. Elle mangeait, marchait seule, et chaque matin elle lisait avec Édouard. L'après-midi, Lucie lui racontait des histoires sur les fleurs, l'océan, et sa jeunesse d'avant. Un jour, en séance de groupe, une psychologue nommée Carla demanda. « Nora, qu'est-ce que tu désires le plus maintenant ?» La fillette resta silencieuse longtemps. Puis, très doucement. « Je veux un vrai prénom. » Carla sourit. « Et quel est ton vrai prénom ?» Nora, répondit-elle d'une voix assurée. « Je ne suis pas un démon. Je suis une personne. » La pièce entière médecin, infirmier, thérapeute resta muette. Au département de l'intérieur des États-Unis, le général Monroe et l'agent Matthew tinrent une conférence de presse. Les caméras tournaient. La salle était pleine de journalistes. Le général Monroe annonça. « Aujourd'hui, nous publions les premières conclusions de l'enquête sur la secte Le Sang de la Montagne. L'organisation est déclarée illégale, opérant hors la loi, et coupable de violations graves des droits humains. » Matthew poursuivit. 17 personnes sont mises en examen, dont 6 membres centraux et 11 complices. Les chefs d'accusation incluent torture de mineurs, rituels religieux illégaux, complot de meurtre, et dissimulation de restes humains. Un journaliste demanda. « Et les autres enfants ?» Nous avons secouru 12 enfants supplémentaires à Blackwood et dans les environs. Certains n'ont ni nom, ni papier. Tous sont désormais pris en charge et recevront une identité légale. Monroe conclut. Ce n'est que le début pour extirper l'ombre de la lumière. Mais nous sommes engagés. Il n'y aura aucun sanctuaire pour une secte sur le sol américain.